La chronique politique de ce grand journal à suivre sur Facebook Live. Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre comme tous les jeudis après-midi dans le grand journal. Mickaël, Elisabeth Borne réunira son gouvernement demain et on ne peut pas dire que cela commence bien. La crise autour d'un ministre accusé de viol en la personne de Damien Abad brouille la campagne des législatives. Et oui, c'est la dure loi en politique. On ne peut jamais prévoir ce qui peut venir gripper la machine et changer le cours d'une campagne. Et puis les mots qui sont prononcés, eh bien, sont alors relus avec un autre éclairage. Souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était le 7 mai, le jour de son investiture. Le président de la République promettait ceci, un peuple nouveau, un quinquennat nouveau, un gouvernement nouveau. Eh bien, effectivement, on a du nouveau. Dès l'annonce du gouvernement, voilà que des accusations partent immédiatement. L'affaire Abad est fortement toxique. Elisabeth Borne, qui commençait à peine à se faire connaître des Français, eh bien, est obligée de répondre à la va-vite lors d'un déplacement de campagne, alors que les questions d'agression des femmes et de libération de la parole lui tiennent vraiment à cœur. La voilà obligée de soutenir Damien Abad sans garantir sa longévité au gouvernement. Si quelqu'un a décidé de lui saborder ses premiers pas à Matignon, eh bien c'est réussi. Surtout, la première ministre se contredit en disant ne pas être au courant pour en fait reconnaître que l'exécutif avait bien reçu les signalements concernant Abad, et tout ça alors qu'elle disait elle-même à la une du JDD: je ne mentirai pas aux Français. Donc effectivement, la fusée part de travers. Mickaël, est-ce que cette polémique peut avoir un effet sur les élections législatives ? En tout cas, elle affecte la campagne, c'est certain. Un candidat à droite hier me le disait, sur les marchés, on lui parle de cette affaire parce que d'abord Damien Abad vient de la droite, et au sommet du parti, d'ailleurs, les Républicains, on tente un effet de levier pour discréditer le camp de la majorité. Christian Jacob, le président du parti, enfonce le clou. Bien sûr que le gouvernement était au courant depuis le début. On écoute. Le tribunal a suspendu l'arrêté de la mairie. Écoutez, c'est sa décision. Est-ce qu'il est capable de se regarder dans une glace le matin en se levant, M. Abad ? C'est à lui de prendre cette décision, et au gouvernement. Et quand j'entends le gouvernement qui dit qu'ils n'avaient pas d'informations, écoutez, on a envie de se pincer, bien évidemment qu'ils étaient informés. Voilà, Christian Jacob, lui, se dit persuadé que la droite peut rebondir. Il ne se fonde pas sur les sondages qui projettent actuellement une 50aine de sièges contre une centaine aujourd'hui. Autre polémique, elle plus politique, Mickaël, elle concerne la nomination de Pape Ndiaye comme ministre de l'Éducation nationale. Il est considéré comme un partisan des lectures décoloniales et indigénistes de l'histoire de la société française, influencé par les thèses du wokisme parti des campus américains. Pourquoi Emmanuel Macron l'a-t-il choisi ? Et vous savez, les deux nominations au ministère de la Culture et de l'Éducation nationale, ces deux murs porteurs d'une société, attestent effectivement d'une nouvelle approche peut-être du président de la République. Rima Abdul-Malak, franco-libanaise, et Pape Ndiaye, franco-sénégalais, par-delà de leurs compétences professionnelles, pour reprendre une formule de Lévinas, représentent une sorte de vouloir dire, vouloir plus sur ce que pense Emmanuel Macron. La nomination de Pape Ndiaye est ce qu'on appelle une triangulation, qui a fait sursauter jusqu'au sommet de l'État, il faut le savoir, et semble être le résultat d'un intense lobbying de quelques conseillers présidentiels. Le choix de cette personnalité s'inscrit en rupture totale avec la ligne de fermeté républicaine qui prévalait avec Blanquer. En fait, on s'aperçoit que Jean-Michel Blanquer plaisait beaucoup plus à Brigitte Macron qu'à son mari. D'où les déclarations présidentielles au New York Times, il y a quelques mois, souvenez-vous, sur la nécessité de déconstruire l'histoire de France, tout en ayant affirmé également que l'histoire de France était un bloc. C'était encore en même temps. Aujourd'hui, Rima Abdul-Malak est ministre de la Culture. Le duo Abdul-Malak-Ndiaye constitue un axe géopolitique au sein du gouvernement et installe une gouvernance du soft power au sommet de l'État. Pape Ndiaye a dirigé le musée de l'immigration et a posé les fondements de la pensée indigéniste et décoloniale en France, vous l'avez dit. Brillant chercheur, il représente assurément une des fiertés françaises sur le plan intellectuel, dans la tradition de cette French Theory, de la déconstruction importée sur les campus américains par des penseurs français. Il faut le savoir, les origines du wokisme venus des campus américains, en réalité, sont le résultat de travaux français qui ont commencé aux États-Unis. On appelait ça effectivement la French Theory. Emmanuel Macron, lui, a décidé d'accorder un droit de cité politique à cette approche. Il s'est rejoint. C'était, souvenez-vous, la formule de Claude Chirac quand elle parlait de son père à l'aube du deuxième mandat, lorsque Jacques Chirac avait assumé son érudition dans la poésie extrême-orientale et son amour des peuples primitifs. Eh bien, on peut dire en 2017 que Emmanuel Macron, lui, il a posé que la colonisation, souvenez-vous, c'était un crime
crimes contre l'humanité, puis il a confié une mission à Benjamin Stora sur la mémoire de la guerre d'Algérie, puis il a travaillé sur la réconciliation avec le Rwanda. En fait, Emmanuel Macron, à sa manière, il s'est rejoint. Alors, il n'érige pas, lui, à date, de pyramide ou de musée. Pourtant, on devine un dessein quand même chez ce pragmatiste adepte de Machiavel, faisant litière de toutes les règles et des promesses au nom de l'intérêt général. On a le sentiment qu'Emmanuel Macron veut poser l'empreinte d'une présidence mémorielle. À court terme, Emmanuel Macron peut-il, à travers ses choix, déstabiliser son électorat de droite, Mickaël ? Alors, effectivement, il déstabilise, on le sent déjà, une partie de l'électorat de droite, qui d'ailleurs, on le sent, ça monte de la campagne et du terrain. Beaucoup d'élus de droite disent, mais on a quand même aidé Emmanuel Macron à se faire élire, et voilà qu'il va totalement maintenant sur la gauche. Alors, ceux qui sont aussi les partisans d'une lecture, on va dire, très cynique, considèrent que dans le premier mandat, eh bien, il a consacré son temps à fracturer la droite, et pour se faire réélire, et que maintenant qu'il est réélu, eh bien, il va s'occuper de la gauche. Mais peut-être, à ce moment-là, va-t-on découvrir maintenant le vrai Emmanuel Macron. Vous savez, dans le deuxième mandat, on vient de le voir aussi avec Jacques Chirac, c'était aussi vrai avec François Mitterrand. On s'assume. On se révèle, on s'assume, on dit qui on est, et on veut consacrer à ce moment-là, ces années-là, à laisser son empreinte par-delà l'histoire et par-delà ensuite sa présidence. Merci Mickaël Darmon, en route vers les législatives à réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous. À bientôt. Et à très bientôt.